Bienvenue à tous dans Maghreb Orient Express. On s'intéresse ce soir aux histoires d'exilés en Méditerranée, à ces destins qui se croisent et à ces itinéraires d'hier et d'aujourd'hui au Liban, en Algérie, en Égypte. Comment peut-on réinventer son identité quand on se sent étranger dans le pays de ses ancêtres? Sophia Djama, vous êtes réalisatrice, vous êtes l'auteur du documentaire, d'une fiction plutôt, qui s'appelle Mollement un samedi matin, un film qui sera présenté au Fidèle, le festival Images de la diversité et de l'égalité. C'est à Paris du 18 au 21 octobre. Jihan Chouaib, merci d'être avec nous. Vous êtes réalisatrice. Pays rêvé, c'est le titre de votre docu-fiction, ou plutôt, me le disiez-vous, documentaire de création. Il sort le 31 octobre en France sur les écrans et il sera présenté en avant-première au Fidèle. Khaled El Khamissi, bienvenue. Vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur de L'Arche de Noé. C'est aux éditions Actes Sud. Vous avez participé à l'un des tout premiers numéros de Maghreb Orient Express. On s'en souvient, le numéro 2 très exactement. Vous étiez en duplex du Caire. Jihan Chouaib, cette question de l'exil, du retour des racines, on a l'impression qu'elle colle à la Méditerranée. Comment l'expliquez-vous ? Comment j'explique qu'elle colle à la Méditerranée ? Constamment, on le voit aujourd'hui encore avec l'actualité en Syrie notamment et tous ces réfugiés, tous ces déplacés. Sans doute parce qu'on est une région, une aire culturelle très mouvementée. Et il y a toujours eu beaucoup de mouvements de population dans cette zone. Mais maintenant, l'exil, les mouvements de population, l'immigration, le fait de partir de chez soi, je crois que c'est vraiment mondial aussi. Alors pourquoi vous vous y intéressez tout particulièrement à ce thème, à travers votre film ? Parce qu'il concerne mon propre itinéraire aussi. Moi, j'ai quitté le Liban, j'avais 3 ans. Et j'ai vécu mon enfance au Mexique. Et après, j'ai vécu en France. Et la question, c'était pour moi qui je suis, d'où je viens, comme pour toute personne qui ne vit pas là où elle est née, je pense. Et j'ai cherché à comprendre qu'est-ce que c'était le pays que j'avais dans la tête. Alors Khaled El Khamissi, dans votre roman L'Arche de Noé, que vous avez écrit, on le précise, avant la Révolution, vous campez 12 personnages en fait qui se croisent, qui se rencontrent en Égypte et à l'étranger d'ailleurs. On peut dire que Jihan aurait pu être l'un de vos personnages si elle était égyptienne. Même question finalement, pourquoi vous vous intéressez à ce concept, à ce thème de l'exil ? Regardez, en Égypte, on se sent vraiment aliéné à l'intérieur de notre pays. On vit tous dans un coquillage et l'espace public est totalement pris par la police et les milliardaires et les mendiants. Et être dans un coquillage, ça veut dire être exilé, aliéné dans son propre coquillage. Et là, ce qui s'est passé ces derniers 2 ans, qu'on est sorti du coquillage pour entrer dans l'espace public avec les policiers. Et les policiers, jusqu'à maintenant, sont dans les coquillages. J'ai écrit ce livre, L'Arche de Noé, le roman, en 2008-2009. C'est le temps où vraiment on sentait que rien ne se passait, que le déluge est venu, que les murailles de l'Égypte sont en danger et il n'y a de possibilité que de se sauver, que de sauter dans l'Arche de Noé pour sortir d'un pays qui meurt réellement. Alors, Sophia Djama, dans votre film, il n'est pas question d'exil, mais j'y vois tout de même un rapport avec ce thème. Vous parlez de la situation des femmes en Algérie, de la jeunesse, du rapport aux hommes. Est-ce que finalement, ce personnage, Miassa, dans votre film, elle n'est pas finalement aussi en train de vivre un exil intérieur ? Oui, je suis d'accord sur la perception qu'il y a un exil intérieur par rapport au personnage central qui est Miassa. Mais je pense que l'exil intérieur dont tu fais mention, ce serait aussi l'exil intérieur que vit toute une société, et notamment la jeunesse, parce que c'est un film sur la jeunesse algérienne et sur la société et la façon dont le système a fait que tout un pays soit atomisé, éclaté, et qu'on soit dans une perpétuelle quête d'existence, parce que justement, ça a été ça, la crise la plus profonde de la nouvelle génération algérienne, c'est de ne plus se projeter. Donc oui, une forme d'exil aussi. Alors c'est l'histoire d'une jeune femme qui va être victime d'un viol. La bande-annonce.
Voilà, pour ce dernier plan, pourquoi avoir choisi ce thème du viol pour parler du malaise de la société algérienne ? Du viol, mais plutôt du viol mou surtout, puisque le violeur qui est un jeune homme tout mignon, qui aurait pu être dans une histoire d'amour, puisqu'elle est mignonne aussi. Mollement parce qu'il n'y arrive pas, précisons-le. Il ne parvient pas à sa bandaison en fait, il ne parvient pas à bander, donc du coup le viol est juste un ratage absolu. Et c'est une façon d'aborder la société en fait, l'échec dans lequel la rencontre se fait que par la violence. C'est-à-dire que dans l'absolu, ils auraient pu se rencontrer dans un pays normal, ils auraient pu s'inviter. L'idée de la rencontre, et comme pour en venir à la question de l'exil, comme tout le monde est exilé à gauche et à droite avec ses propres histoires et ses difficultés, donc ils ne parviennent pas à se rencontrer, le seul acte de rencontre possible est la violence. Donc ce viol-là. Une violence qu'ils n'assument pas aussi, parce qu'il est évident que quelque part, c'est une jeunesse qui aspire aussi à quelque chose. C'est une violence qu'elle refuse, mais elle est prise dans ça, elle est enchaînée dans ça. Et donc oui, je voulais parler d'un acte de violence pour parler aussi justement de l'inertie de la société. C'est très contradictoire, mais l'idée était là. Jeanne Chouaib, est-ce que vous vous êtes déjà sentie quelque part en exil, étrangère, dans votre propre pays, le Liban, si tant est que ce soit votre pays? Oui, bien sûr, et de plusieurs manières en fait, parce que à la fois quand j'y retourne, le Liban n'est peut-être pas forcément, n'est pas mon Liban d'enfance, mon Liban raconté, mon Liban fictionnel. Transmis à la fois par les souvenirs et puis par les histoires de famille, et fantasmé et inventé, et la réalité est autre. Et puis aussi en arrivant, il y a toujours le traditionnel moment du passeport et de la carte de police qu'on remplit, française, libanaise. Je raconte dans le film que à chaque fois le douanier, le soldat raye libanaise, entour française, et bon, donc il me dit que je ne suis pas libanaise, moi je sens que je le suis, en même temps je sens que je ne le suis pas, je suis étrangère là-bas, mais aussi je dirais que la société libanaise elle-même intègre l'exil, c'est-à-dire que d'une part la diaspora est immense, il y a plus de Libanais à l'extérieur qu'à l'intérieur. Au Mexique, on sait aussi qu'au Sahel, au Mali, voilà, au Sénégal, en Afrique, et ils apprennent la langue, d'ailleurs le Wolof, souvent par exemple. Oui, mon père a appris en première langue le Wolof. C'était un Libanais d'Afrique et sa première langue c'était le Wolof. Donc ça fait partie intrinsèquement de l'identité libanaise finalement. Oui, je pense que chaque famille au Liban a quelqu'un dans la diaspora et donc qui ramène une identité modifiée. Alors votre documentaire de création, Jeanne Chouaib, porte donc sur ces Libanais qui rentrent au Liban pour, en quête, on peut dire, d'identité, en quête d'un pays rêvé. Et l'extrait que vous évoquiez, eh bien, dans l'aéroport, on va le voir. À quoi retourne-t-on quand tout a changé? Mon pays existe-t-il encore? Le bruit du vent dans les peupliers à l'heure de la sieste. L'odeur du vape anti-moustique mélangée au jasmin. Les cigarettes à filtre blanc, évidemment. La voix triste de Fayrouz. Un chagrin infini et doux parce que infini, parce qu'il a le temps. Je me rappelle qu'il y avait eu des bombardements en été, on était venus et on s'était cachés sous les lits, mais c'est peut-être complètement rêvé, peut-être. Ça a à voir avec les mythes. Et donc le Liban, c'était comme un grand trou qu'on n'a pas besoin de réaliser, quoi, d'y aller, de voir ce que c'est vraiment. Les Libanais cherchent la paix, en général, moi je cherche la guerre. Khaled El-Khamissi, vous réagissiez pendant cet extrait, vous disiez l'Égypte est là puisque la musique est égyptienne. Est-ce que ce que vous venez de voir vous parle, vous, en tant qu'Égyptien ? Regarde,
cette histoire Égypte, moi je me sens totalement égyptien, mais aussi arabe, et aussi européen et aussi mondial. J'aime pas du tout les étiquettes. Aujourd'hui en Égypte, on vit vraiment la révolution des étiquettes. Tout le monde est libéral ou islamiste ou laïque et autres, et égyptien, etc. J'aime pas les étiquettes du tout. J'ai plein d'étiquettes. Je peux sortir maintenant de mes poches au moins 2000 étiquettes, si vous voulez, 2 ou 3. Je sens réellement que je suis le fils des cultures du monde entier, parce que réellement cette histoire d'exil existe réellement depuis des millions d'années. Si l'humanité n'a pas connu l'exil, on aurait encore en Afrique de l'Est où on était depuis 7 millions d'années. On bouge tout le temps et c'est totalement logique, il n'y a aucun souci là-dedans. Et dans l'Arche de Noé, réellement, je n'ai pas beaucoup parlé de l'exil géographique. J'ai parlé surtout d'une crise de la société égyptienne. J'ai parlé surtout de la mort du rêve. Parce que je crois que l'être humain, l'homme, la femme, doit avoir un rêve. Et quand on perd le rêve, on se sent exilé. Et je crois tout ce qu'on peut parler, c'est le rêve. C'est notre rêve et comment ce rêve peut être tué ou résister. Et là, le rêve résiste. Sophia Djama, le rêve d'une femme algérienne, à votre avis, vous pointez beaucoup dans votre film le fait que la femme ne peut pas sortir librement à Alger. Son rêve aujourd'hui, c'est de pouvoir se mouvoir librement ? En fait, c'est personne qui peut sortir librement à Alger ou globalement en Algérie ou dans des pays similaires. C'est-à-dire que la femme, pour l'espace public, a moins de légitimité, c'est un fait. Je vais pas dire le contraire. Mais la réalité, c'est que être un homme aussi en Algérie, dans des pays musulmans et dans les pays totalitaires, l'espace public n'est pas un espace qui leur est accueillant. Donc ils ne peuvent pas exister, donc ils ne peuvent pas évoluer dans leur ville qui leur appartient aussi. Alors il y a des capitales où il est difficile de sortir la nuit. Vous parlez d'Alger. Il y a un pays dans le monde dans lequel les femmes ne peuvent tout simplement pas conduire de voiture. C'est l'Arabie Saoudite. Il y a tout juste un peu plus d'un an même, Manal al-Sharif appelait toutes les femmes saoudiennes à prendre le volant. Elle était de passage à Paris pour assister à un débat justement sur la situation des femmes à l'Institut du monde arabe. Valérian Morzadek et Sophie Goldstein sont allés à sa rencontre. C'est à pied qu'elle arrive, seule. Une liberté qu'elle n'a pas dans son pays. Manal al-Sharif est saoudienne, diplômée d'une université américaine en ingénierie informatique. Une femme bien dans ses bottes, nous la rencontrons à l'Institut du monde arabe, à Paris. C'est sublime. C'est de l'art islamique. Un appétit de vivre, une volonté de rompre avec l'arbitraire et du courage. Pour la première fois, une Saoudienne se présente en son nom sur les réseaux sociaux. On est en plein printemps arabe. Elle appelle d'autres femmes à braver l'interdiction de prendre le volant. Et elle donne rendez-vous le 17 juin 2011 et se met en scène. La voici qui conduit, filmée par une amie. C'est un droit élémentaire, la liberté de mouvement. C'est dans la Convention des droits de l'homme de l'ONU. Les religieux sont totalement contre. Ils en ont fait toute une affaire parce qu'ils veulent garder le contrôle des femmes en contrôlant leurs déplacements. Sur la toile, elle fait sensation et le paye 9 jours de prison. Si à l'étranger, on m'a qualifiée d'héroïne, dans mon pays, certains ont dit de moi que j'étais une traîtresse, une figure du mal, et même une prostituée. Parce que chez nous, c'est différent. Quand une femme parle en son nom, à visage découvert, pour réclamer ses droits, ils n'ont pas l'habitude. La campagne pour le droit de conduire devient celle du droit à la dignité. La question n'est pas de se mettre à la place du chauffeur, mais de conduire notre propre destin. Si nous gagnons ce droit, nous gagnerons sur le reste. Être considérés comme des adultes et des citoyennes à part entière, avec les mêmes droits que les hommes. Un combat de fond, car les Saoudiennes, plus diplômées en nombre que les hommes, sont très minoritaires à travailler et sont soumises tout au long de leur vie à l'aval de leur père ou de leur mari. Sur les réseaux sociaux, beaucoup affirment vouloir s'affranchir de cette tutelle.
Signe d'un frémissement à Riyad, la porte des réformes s'est entrouverte. Le roi Abdallah promet aux femmes une part dans la vie locale. Vraiment, je compte les jours pour voir ce qui va se passer quand des femmes entreront aux assemblées locales. Disons que je n'ai pas de grandes attentes parce que ces personnes seront nommées par le roi et moi je veux pouvoir choisir celles qui me représentent au gouvernement. D'ici là, Manal Al-Sharif compte bien se faire entendre sur la scène internationale. Notre temps est venu. Nous allons remettre en question toutes ces vérités absolues qu'on nous a martelées. Nous créons tellement d'obstacles en Arabie Saoudite en disant c'est la religion. Mais ce n'est pas ça, ce sont les traditions. Libérer les femmes de l'ordre établi, dénoncer l'instrumentalisation de la religion. Tel est l'horizon de celle qui se rêve en ministre de l'Éducation et qui veut en entraîner d'autres dans son sillage. Alors Jihan Chouaibi, vous regardez avec attention ce reportage. Ce n'est pas la religion, ce sont les traditions qui sont source de discrimination envers les femmes. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez ? Oui, sûrement, oui. Non, parce que c'est sûr que maintenant, en ce moment, tout le monde est tellement obsédé par l'islam qu'on focalise là-dessus. Mais moi, quand j'étais au Mexique, le machisme latino-américain existe différemment, mais c'est aussi pesant d'une autre manière. Et il y a un article de Gombrowicz qui s'appelle La place, c'est sur le machisme en Argentine dans les années 50, qui est très très beau et qui est aussi comme ça sur une place complètement fermée. Il y a eu d'ailleurs récemment des cas au Chili, et pays voisin de l'Argentine, avec des filles agressées par des policiers qui faisaient un peu écho à ce qui s'est passé sur la place Tahrir. Khaled Al-Khamisi, est-ce que finalement ce conservatisme et ces difficultés, ces rapports hommes-femmes, etc., s'exportent finalement en dehors du pays ? Est-ce qu'on les reproduit quand on est à Chicago, à New York ? Vous parlez de plusieurs capitales dans votre dernier roman. Est-ce qu'on les retrouve finalement ? Oui, naturellement, oui, on les retrouve. Mais la plupart des Égyptiens, si je parle d'Égypte, ils partent surtout pour avoir une somme d'argent et rentrer à la fin. C'est-à-dire que la plupart des Égyptiens où j'ai parlé avec, ils sont en quête d'une somme d'argent pour revenir juste après. Et ils sont là, réellement, là, à l'extérieur, pour casser le cycle vicieux de la crise économique et financière en Égypte. Donc, réellement, c'est l'argent pour l'Égypte qui compte. C'est pas une immigration, c'est pas un diaspora, mais c'est une quête pour avoir une somme d'argent et revenir, surtout. Économique, en fait, vous voulez dire. Économique et financière, exactement. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, d'ailleurs. Si je peux me permettre, votre père, lui, grand poète égyptien, a vécu l'exil forcé, contraint, sous Anwar el-Sadat en 1971. Oui, Sadat, en 1960, lui a téléphoné. Mon père est un poète, grand poète égyptien. Il lui a dit tout simplement « Je t'aime beaucoup, je t'adore, tu es un homme formidable, c'est pour ça que je te donne 3 jours pour quitter le pays ». Et là, il a dû quitter le pays, il n'est jamais revenu, il est mort en 87, donc 16 ans après. Il n'a jamais pu rentrer en Égypte. Non. Mais je peux dire aussi que Sadat a fait une guerre contre la culture, donc il y a beaucoup des hommes de culture égyptiens qui sont partis exilés dans les années 70 en Europe et dans le monde arabe. Donc Abdelrahman, pour le citer, Al-Khamisi, votre père qui a vécu l'exil. Sophia Djama, je me tourne vers vous et Jihan également. On a l'impression que les Libanais, les Algériens, en tous les cas, quand ils sont invités dans Maghreb Orient Express, nous disent finalement par rapport à cette actualité des soulèvements en Méditerranée, nous, on a déjà vécu les souffrances, les horreurs de la guerre civile, on a peur de basculer à nouveau dans l'inconnu. Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de cercle vicieux finalement, puisque vous dénoncez cette inertie, mais en même temps... Oui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un trauma, mais je pense que... je connais l'histoire du Liban, mais je ne connais pas la réalité aujourd'hui au Liban, surtout en ce moment avec la proximité syrienne qui va être assez explosive, justement. Pour l'Algérie, je pense qu'il y a une culture émeutière quotidienne, de toute façon. C'est-à-dire que il y a
Depuis 88, ça n'a pas cessé. C'est-à-dire que dans chaque région, dans chaque village, il y a une émeute pour des histoires de logement. À la différence, logement, travail, chômage. À la différence, c'est qu'aujourd'hui, les idéologies se sont complètement écroulées. Il n'y a plus d'opposition concrètement. C'est-à-dire que le système a complètement digéré l'opposition. L'opposition fait même partie du système aujourd'hui. Un parti comme le RCD, pour la jeunesse, est quelque chose qui représente finalement le système d'une certaine manière. Donc il n'y a plus aussi moyen de réagir par une dynamique politique ou idéologique. Donc la seule façon pour un Algérien, la jeunesse aujourd'hui, c'est de demander sa part de la rente. Parce que c'est un pays qui a une rente pétrolière et ce qu'a très bien compris le gouvernement algérien, c'est qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y aura une équité dans la distribution des richesses, mais je pense qu'ils vont lâcher prise un peu juste pour calmer les choses et que ça ne pète pas. Donc l'enjeu, il est à ce niveau-là, et la société algérienne est devenue rentière aussi, ce qui est dangereux. C'est-à-dire que la jeunesse, elle réclame aujourd'hui sa part de la rente, donc il n'y a plus de construction, de dynamique de construction d'un pays. Donc oui, jusqu'au jour où le pays n'aura plus les moyens, et là on repartira vers un autre drame, je pense. Khaled El Khamisi. Oui, je voulais très vite parler de l'exil et aujourd'hui, par raconter une histoire très rapide. Que le 11 février 2011, le jour même de la chute de Moubarak, j'ai rencontré un ami que je n'ai pas vu depuis très longtemps à la place Tahrir. On était peut-être 1 million et quelques sur la place. Et là, je vois un ami que j'admire, que j'aime beaucoup. Et il est venu, il m'a pris dans ses bras, il a commencé à pleurer, ou à pleurnicher d'abord. Et puis il m'a dit une seule phrase. Khaled, nos enfants ne vont pas vivre à l'extérieur. Et puis il a commencé à pleurer dans mes bras, et puis après 1 minute à peu près, il m'a salué très fort, et puis il est parti. Il n'a pas dit qu'une seule phrase. Nos enfants ne vont pas vivre à l'extérieur. C'est ça l'idée vraiment que après la chute de Moubarak, le rêve chez soi dans son pays. Ouais. Jihan Chouaib, pour revenir à ce qu'on évoquait à l'instant, sur le Liban, est-ce qu'on entend aussi ces propos, on a trop souffert, on ne veut pas rebasculer dans l'inconnu, et avec ce qui se passe avec la Syrie, ça doit finalement donner raison à ces Libanais qui tiennent ce discours, non ? Oui, sans doute. En fait, bon, après, moi, je ne me sens pas hyper autorisée à parler de la situation libanaise comme si j'y vivais. Quoi. Parce que j'ai une vision de l'extérieur différente et avec toujours une certaine pudeur qui vient du fait de justement ne pas avoir vécu la guerre civile en entier sous les bombes avec les autres et qui fait que je ne peux pas juger réellement ceux qui y sont et l'ont vécu et continuent à vivre à l'intérieur et à supporter. Maintenant, c'est vrai que la société libanaise, elle est très fracturée, et surtout la société politique est très clanique, et du coup, moi je ne pense pas au fond qu'il y ait un printemps arabe aussi, et je ne pense pas qu'on puisse dire à tous les pays, et maintenant il est temps pour vous là, qu'est-ce que vous attendez ? Oui, après tout, pourquoi est-ce qu'on vous le demanderait aussi ? Voilà, et je pense que chaque situation est différente, et la situation libanaise est très compliquée de par ses communautés différentes, de par le clanisme, et la guerre civile qui a lieu en ce moment en Syrie, elle nous rappelle vraiment la nôtre, et sans doute, en tout cas tout le monde a peur d'une contamination, et c'est sans doute pas le moment pour tout le monde de mettre de l'huile sur le feu. Quoi. Et donc rappelons quand même que, puisque l'on parle de l'exil, s'il y a bien un peuple qui est confronté aujourd'hui, c'est le peuple syrien, 2,5 millions de déplacés sur le sol syrien, près de 350 000 réfugiés dans les pays voisins, et pas seulement voisins, puisqu'en Algérie, il y a plus de 12 000 réfugiés. Peut-être une image avant de refermer cette émission, le visage de Ranem Almir, dont on est toujours sans nouvelles ce soir. Il a été enlevé à Tartous alors qu'il tournait un film, c'était le 2 octobre dernier, enlevé vraisemblablement par les services de sécurité syriens. Sachez qu'une page Facebook de soutien, de mobilisation a été créée. Ranem Almir, donc, preneur de son et réalisateur syrien arrêté par les forces de l'ordre le 2 octobre. Merci à tous les trois d'avoir participé à Maghreb Orient Express. On salue toutes celles et tous ceux qui nous suivent à Alep, à Alger, à Rabat, à Tunis également, au Caire. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de Maghreb Orient Express. D'ici là, on attend vos réactions et vos commentaires sur la page Facebook de l'émission et sur Twitter @TV5 Monde MOE.